Moscou, 4 août 1983, en début de soirée. Au 9e étage d'une des 7 tours staliniennes qui surplombent la Moskova, sur la Kotelnitcheskaya Naberejnaya, un homme s'assoit derrière une table couverte d'une nappe blanche. Il a 68 ans, des mains qui ne tremblent pas encore, et devant lui, posé comme un cercueil ouvert, un magnétophone à bobine de fabrication soviétique, un Mayak 203, avec ses 2 bobines vides qui attendent la bande. Sa femme est partie chez leur fille. Dans l'appartement voisin, un officier du KGB a reçu l'ordre formel de ne pas déranger. La porte est verrouillée. Le micro s'allume, le témoin rouge s'éclaire, et l'homme qui parle, cet homme dont la voix a été pendant des décennies la plus écoutée de l'Union soviétique, la voix de 150 millions d'êtres humains, la voix qui annonçait la guerre, la victoire, les décrets, les mensonges, les deuils, les espoirs, commence à parler pour lui seul. Pour la bande magnétique. Pour personne. Pour peut-être un jour. Ce qu'il dicte pendant 90 minutes est presque inaudible aujourd'hui. Ce qui en reste circule en fragments. On cite toujours la même phrase, prononcée dès les premières minutes, comme un aveu et une prémonition à la fois. Je sais que je mourrai demain. 52 ans. J'ai été la voix d'un pays qui n'existe plus. 52 ans, et non 68, parce que pour lui le conte avait commencé bien plus tôt que la naissance, bien plus tôt que ce 2 octobre 1914, où sa mère, dans la ville de Vladimir, l'avait mis au monde dans une famille juive où l'on priait en hébreu et où l'on chantait en slavon. Le conte avait commencé avec un dossier. C'est ici que l'histoire bascule du destin individuel vers l'énigme. 31 ans après la mort de cet homme, en 2014, ses héritiers mettent en vente l'appartement de la Kotelnitcheskaya. Un ouvrier, du nom de Mikhaïl, dont on ne cite jamais le patronyme, comme si le hasard lui-même devait rester anonyme, procède à des travaux dans les rayonnages. Derrière un livre, dans la reliure d'un Pouchkine relié en 1953, derrière les pages apprêtées à la colle, il trouve une cavité. À l'intérieur, une bobine. Sur la boîte, une étiquette manuscrite, à l'encre noire, en lettres fines. À ouvrir, pas avant l'an 2000. Quelqu'un avait préparé cette cachette avec la patience d'un conspirateur et la précision d'un archiviste. Quelqu'un qui savait que les micros ne suffisent pas, que les murs entendent, que le KGB écoute même les morts. La bobine arrive entre les mains d'un preneur de son professionnel. La bande est fragile, mais le format est standard, un compact de l'époque soviétique, pas tout à fait le même que les bobines ouvertes allemandes, pas tout à fait le même que les cassettes occidentales. L'homme appelle une grande chaîne de télévision centrale. Il propose la bande pour 5 millions de roubles. Le rendez-vous a lieu. 3 jours plus tard, des hommes en costume sobre, sans insigne, sans présentation, se présentent. Ils ne sont pas de la police. Ils ne sont pas non plus de la télévision. Ils prennent la bande, ils ne laissent pas de reçu. Mais le preneur de son, comme tout preneur de son qui se respecte, avait fait une copie la veille. Et la copie, elle, personne ne la lui reprend. C'est ainsi que la voix posthume de Youri Levitan, celle qu'il voulait léguer à l'avenir, commence à se répandre en Russie, comme une rumeur. Et c'est ainsi qu'en 2018, lorsque les archives fédérales déclassifient enfin certains dossiers, un numéro surgit du néant. Un numéro qui n'a a priori rien à voir avec un magnétophone et un Pouchkine trafiqué, mais qui s'impose comme la première pierre d'un édifice souterrain. Le dossier numéro 55 417, ouvert le 14 mars 1913. 14 mars 1913, plus d'1 an avant la naissance de Levitan. Le dossier existe donc avant l'homme. Il est ouvert à l'intention d'un être humain qui n'est pas encore né. Que faisait la police secrète du Tsar, cette Okhrana qui sera dissoute par la révolution de février 1917, à surveiller un nouveau-né qui n'était pas encore conçu? Il faut ici se souvenir de ce qu'était l'Okhrana, et de ce qu'elle faisait dans les provinces, à Vladimir, à Vilnius, à Odessa, là où les communautés juives étaient nombreuses, surveillées, fichées.
Il faut se souvenir aussi que la mère de Lévitane, comme on le dit et comme on le redit dans les versions transmises par la famille, chantait dans une chorale d'église. Une chorale, c'est une voix. Une voix exceptionnelle dans une chorale, c'est déjà, pour un service de renseignement, une anomalie à noter. Une voix qui se transmet, dans une famille de musiciens, de chantres, de récitants, est un capital. Et un capital, Lochrana le savait, vaut tous les documents qu'on peut ouvrir avant que le sujet n'existe. Le dossier LV 1417 contient, paraît-il, une photographie. Une femme tient un nourrisson contre elle. Au dos, à l'encre violette, en écriture fine, une inscription. Mère de l'objet, l'enfant peut présenter un intérêt pour le projet. Le mot projet est souligné. Le tampon est celui de la section spéciale du département de la Garde. Et la photo elle-même, dit-on, n'a jamais été trouvée. Elle appartient à la rumeur autant qu'à l'archive. Qui parle ici? Un rapport? Un agent? Un fonctionnaire de Lochrana qui note, quelque part entre 1913 et 1917, qu'un enfant juif, né dans une famille de chantres à Vladimir, pourrait un jour servir à quelque chose. À quoi? Le mot « projet » ne dit rien. Il dit tout. Il dit qu'un service de police politique tsariste, à l'agonie, quelque part dans les caves de la Loubianka d'avant la Loubianka, envisageait déjà d'utiliser une voix comme une arme. Et que la révolution bolchevique, loin de balayer ce projet, l'a repris, l'a prolongé, l'a installé dans d'autres caves, sous d'autres drapeaux. C'est ici qu'il faut accepter de suspendre son incrédulité, non pas pour gober n'importe quoi, mais pour écouter ce que plusieurs témoins, plusieurs versions, plusieurs fragments d'archives racontent en se recouvrant partiellement. L'enfant de Vladimir grandit. Il est décrit comme un garçon discret, appliqué, avec une voix qu'on n'oublie pas. En octobre 1931, à 17 ans, il prend le train pour Moscou. Il dort 2 nuits sur un banc de gare. Il se présente, sans piston, sans relation, presque par hasard, au comité de la radio Toute Union, rue Katchalov, maison 5. Ce qui s'y passe ce jour-là ouvre la deuxième partie de cette histoire, et la plus troublante. Mais déjà, dans ce premier volet, il faut retenir une image. Un homme, assis devant un magnétophone, une bobine cachée dans un livre, une étiquette qui dit « à ouvrir, pas avant l'an 2000 », et un dossier ouvert 14 ans avant sa naissance. Il faut aussi retenir les mots qu'on lui prête, à la toute fin de la bande, prononcés dans un souffle. Bourreau ou sauveur, peut-être les deux à la fois. Ce sont les derniers mots que la copie pirate a rendus publics. Ils tiennent en une phrase le mystère entier. Car si Lévitane a été la voix d'un empire qui s'est effondré, si sa voix a annoncé la mort de millions de personnes dans les communiqués de guerre, si elle a aussi porté la victoire, et si elle a porté ensuite, pendant 40 ans de paix, les mensonges d'un système, alors la question que pose cette bande cachée dans un Pouchkine de Staline n'est pas seulement « qu'a-t-il dit ?», c'est « qu'a-t-il fait à ceux qui l'écoutaient ?» À quoi sert une voix qui peut être à la fois l'étendard d'une nation et l'instrument d'un pouvoir sans visage? Le 5 août 1983 au matin, Youri Lévitane meurt dans son sommeil. L'appartement est immédiatement bouclé. Pendant 4 jours, des officiers fouillent chaque pièce, chaque tiroir, chaque doublure de veste, chaque plainte. Ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent pas la bobine, parce que la bobine est déjà dans le livre. Et le livre est dans une étagère, parmi des centaines d'autres, et l'étagère est dans une pièce que personne n'a pensé à démonter. Peut-être parce qu'elle ne contenait que des classiques, et que les classiques, à Lochrana comme au KGB, on ne les ouvre pas. 31 ans plus tard, en 2014, l'appartement est vendu, l'étagère est démontée, le livre est éventré, et la bobine refait surface. La boucle est presque bouclée. Presque. Car il reste, à l'intérieur de cette boucle, un homme, une voix, un dossier ouvert avant sa naissance, un sceau tsariste sur une photographie posthume et une étiquette qui dit « Pas avant l'an 2000 ». Comme si le défunt avait voulu, depuis l'autre côté de la mort, régler lui-même le calendrier de sa propre légende.
Octobre 1931. Moscou. Le jeune homme descend du train, monte dans un tramway, dort 2 nuits sur un banc de la gare de Kazan et se présente le 3e jour au comité de la radio Toute Union, rue Katchalov, maison 5. Il a 17 ans. Il vient de Vladimir. Il n'a pas de piston, pas de recommandation, pas même un diplôme. Il a une voix. Il ne sait pas encore que sa voix est la raison pour laquelle on l'attend. Car on l'attend. Ce n'est pas lui qui a écrit au comité, c'est le comité qui lui a écrit. La lettre arrive chez sa mère, à Vladimir, le 12 septembre 1931. Le texte est laconique, solennel, presque liturgique. Youri Borisovitch, vous possédez une voix unique qui peut servir une grande cause. Votre destin est déjà tracé. Pas de signature, pas de tampon. Mais une formule qui, dans la bouche d'un correspondant inconnu, sonne comme un programme. Le mot « mentor », écrit avec une majuscule. La majuscule, dans la Russie des années 30, vaut un grade. Le garçon vient. Le portier de l'immeuble de la rue Katchalov décroche un téléphone, murmure 3 mots et indique sans un mot le premier étage, le couloir de gauche, la porte du fond. Cabinet 14. L'homme qui l'attend est le vice-président du comité, Mikhaïl Naoumovitch. Il ne lui demande pas de lire un texte, il lui demande de parler de ses rêves. Il lui demande de fredonner. Il lui pose des questions étranges. Quels sons l'aident à s'endormir? Quels sons le réveillent? Quelle est la dernière voix qu'il a entendue avant de s'éveiller? Le garçon ne comprend pas. Il répond. L'entretien dure 40 minutes. À la fin, on lui dit simplement qu'on le reverra. La 2e lettre arrive le 23 janvier 1932. Le ton a changé. Il n'y a plus de majuscules. Il y a un ordre de passage. Le rendez-vous est fixé au 28 janvier, à 11h du matin. L'adresse n'est pas un studio de radio. C'est la place de la Loubianka, maison 2. Le mot de passe est un seul mot. Résonance. Le garçon s'y rend. On le fait descendre au sous-sol. Là, dans une pièce aveugle, 2 hommes l'attendent. L'un se présente comme le camarade Schmitt, ingénieur du son. L'autre est un militaire sans insigne. On installe un microphone devant lui. On lui tend un texte. Le texte n'est pas un communiqué, ce n'est pas une dépêche. C'est un assemblage de phrases banales, entrecoupées de mots neutres, presque vides. Le garçon lit. Il lit 5 fois. À chaque fois, on lui demande de modifier un ton, un silence, une durée. À chaque fois, on lui demande de répéter un mot plus lentement, puis plus rapidement, puis avec un sourire, puis avec un froncement de sourcils. Il ne sait pas ce qu'on mesure. Mais ce qu'on mesure, c'est ce qu'on appellera plus tard dans les rapports internes la matrice phonétique de sa voix. L'enregistrement, mis sous scellé, est transporté le jour même au Kremlin. Il est déposé dans le coffre personnel de Staline. L'accès au coffre est limité à 3 personnes. Staline lui-même, son secrétaire personnel et le chef de sa garde. L'enregistrement y restera, dit-on, jusqu'en 1953. Et lorsque, dans les années 90, des acousticiens de l'Institut Koltsov, un institut qui n'existe sur aucun annuaire officiel, analysent la bande au spectromètre, ils découvrent un détail qui n'apparaît pas dans la version officielle. Derrière la voix du jeune homme, superposée par un procédé technique qui n'a jamais été rendu public, il y a une seconde voix. Une voix masculine, plus grave, plus lente. Le logiciel de reconnaissance donne 94% de similitude avec une voix bien connue, celle de Staline lui-même dans un enregistrement de meeting de 1926. 94%. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un collage, c'est une intention. C'est ce que les techniciens du régime appelleront, avec une prudence extrême, le mélange. Et ce mélange, personne, sauf peut-être 3 personnes au monde, ne sait exactement à quoi il sert. Mais on sait, par des recoupements de témoignages qui circulent dans les cercles restreints de l'ancienne Loubianka, que le projet Voix
n'a pas commencé avec les bolcheviks. Il a commencé avant. Avant, c'est-à-dire à l'époque où la mère du garçon chantait dans une chorale à Vladimir. Avant, c'est-à-dire à l'époque où un fonctionnaire de l'Okhrana, quelque part dans une chancellerie de district, notait que cette voix-là, et la voix de son fils à naître, pouvaient servir. Le projet Voix commence donc dans les dernières années du tsarisme. Il est interrompu par la guerre et la révolution, et il est repris, financé, amplifié par les services spéciaux bolcheviques qui voient, dans ce qui n'était qu'une intuition policière, le germe d'une arme absolue. Le 17 décembre 1934, dans la petite salle des séances du Kremlin, Staline écoute 37 voix. Elles ont été sélectionnées parmi 200 candidats. Chaque candidat passe seul, devant un micro, dans une pièce vide. Staline écoute derrière une cloison. Il ne voit personne. À la fin, il fait venir le 19e. C'est le jeune homme de Vladimir. Il a 20 ans. Staline le regarde. Il congédie les 36 autres. Il prononce les mots qui deviendront la légende de Lévitan. Vous pouvez renvoyer les autres. Il est trouvé. Le soir, ils sont seuls dans la salle. 2 verres de vin géorgien sur la table. Staline boit peu, parle lentement. Le jeune homme ne boit pas, écoute. Staline lui dit « Bois. Aujourd'hui ta vie change pour toujours. » Et plus tard, après une longue pause, « Tu seras ma voix, la voix du pays que nous construisons. » Le jeune homme ne répond pas. Il comprend, à cet instant, que le mot « ma » n'est pas un possessif ordinaire. C'est un programme. Le lendemain, 18 décembre 1934, on le ramène au sous-sol de la Loubianka. Cette fois, il y a du nouveau. Schmitt est là, mais il n'est plus seul. Il y a un linguiste du nom d'Alexandre Lvovitch Belkin, qui travaille dans un institut fermé de l'OGPU, et un ingénieur dont le nom ne figure dans aucun annuaire officiel. Mikhail Alexeyevitch Kartachov. Belkin a composé un texte truffé de pièges phonétiques. Des mots où la même voyelle, prononcée de manière légèrement différente, produit un effet psychoacoustique différent. Kartachov, lui, a apporté un appareil. Il est décrit comme un meuble haut, un corps métallique plein de lampes et de cadrans, branché sur le secteur. L'appareil capte la voix du micro, la module sur une fréquence qui ne s'entend pas à l'oreille nue, mais qui se propage dans la pièce. 7,8 Hz. 7,8 Hz, c'est la fréquence de résonance de la cavité terrestre, ce que les physiciens appellent le résonance de Schumann. C'est aussi, selon certaines études soviétiques, qui ne seront publiées que dans les années 70, la fréquence à laquelle le cerveau humain entre dans un état dit alpha, un état de vigilance relâchée, de suggestibilité accrue. L'appareil de Kartachov, en un mot, prend la voix du jeune homme, la module sur cette fréquence, et la renvoie dans la salle. Pendant 2 heures, les 3 hommes observent. Ce qu'ils observent, c'est qu'à mesure que la voix modulée se prolonge, les tensions dans la pièce diminuent. La méfiance fond, la confiance monte, les corps se relâchent, les regards se fixent. Le rapport technique, signé Kartachov le 20 décembre 1934, conclut en des termes sobres. Modulation des fréquences vocales du sujet, obtenue avec succès sur la résonance de 7,8 Hz. Réduction de l'esprit critique de 27%. Augmentation de la suggestibilité de 34%. Effet persistant jusqu'à 48 heures après exposition. Il existe, paraît-il, une photographie de cette séance. On y voit le jeune homme debout à côté de Staline, devant l'appareil. Au dos, écrit au crayon dans une écriture qu'on attribue à un certain Lavrenti Pavlovitch Beria, alors en début de carrière, déjà chargé des questions techniques au sein de la direction politique d'État, une mention laconique. L'expérience Kartachov a réussi. Résonance atteinte le 18 décembre 1934. Ce que l'on sait de la suite tient en peu de mots, mais ces mots pèsent. Kartachov est arrêté au printemps 1937. Il est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est exécuté le 27 juillet 1937. Tous ses travaux sont détruits.
l'appareil est démonté. Selon les versions qui circulent dans les cercles d'anciens officiers du renseignement, il est sorti de Moscou et acheminé, sous escorte militaire, soit vers un site secret au nord de Sverdlovsk, dans l'Oural, soit vers le fond du lac Baïkal, où il repose encore aujourd'hui sous 40 mètres d'eau douce. Belkin, le linguiste, disparaît lui aussi dans la tourmente, mais son nom reviendra plus tard dans les archives déclassifiées. Schmitt, l'ingénieur du son, survit. Il formera le jeune homme pendant 2 ans. 2 ans de travail quotidien. 2 ans à apprendre à se passer de l'appareil, à produire naturellement, par la seule position du corps et la seule inflexion de la voix, ce que l'appareil ne faisait qu'amplifier. À la fin de ces 2 années, au seuil de la grande terreur, le jeune homme de Vladimir est devenu autre chose qu'un speaker. Il est devenu, selon le mot qui circule dans les rapports internes que personne n'a lus en dehors de 3 ou 4 personnes, un instrument vivant. Le mot, dans les archives, est celui-ci. Objet. L'objet n'est pas une personne, l'objet est un outil, une arme. Et c'est armé de cet outil, dans une Union soviétique qui entre dans la terreur puis dans la guerre, que Lévitan, le 19e candidat, le seul que Staline ait retenu, devient la voix que 190 millions d'hommes et de femmes entendront chaque soir à la radio. Une voix qu'on ne peut ni imiter, ni synthétiser, ni neutraliser. Une voix qui portera, qu'on le veuille ou non, la trace d'une expérience menée dans un sous-sol de la Loubianka, un 18 décembre 1934, sous le regard silencieux d'un homme au regard de fer et à la moustache de cocher. Berlin, 1942, fixe un prix sur cette voix. 250 000 marques du Reich. Plus que pour Joukov, plus que pour Rokossovski. Staline le sait, le monde le sait. Et dans le Pouchkine relié de 1953, derrière une page apprêtée à la colle, la bande continue d'attendre, étiquetée à l'encre noire, pas avant l'an 2000. Comme si, depuis l'autre côté du temps, la voix elle-même avait voulu régler le moment où le monde, enfin, l'écouterait pour de bon. 22 juin 1941, 4 heures du matin. Le téléphone sonne dans l'appartement de la Kotelnitcheskaya. À l'autre bout du fil, la direction du comité de la radio. Moins de 3 heures plus tard, Vyacheslav Molotov enregistre à la place de Staline, qui ne se montrera à la radio qu'une seule fois pendant toute la guerre, l'adresse aux citoyens et citoyennes de l'Union soviétique. Mais c'est une autre voix qui lit le message du gouvernement. Cette voix, c'est celle du jeune homme formé 2 ans durant dans le sous-sol de la Loubianka, la voix qu'on ne peut pas imiter. La voix qui porte en elle la marque d'un appareil à 7,8 Hz. Le 19e candidat lit. Le pays écoute. À dater de ce jour, et pendant près de 4 ans, aucun communiqué de guerre, aucun ordre du commandement suprême, aucun bulletin du Sovinform Bureau ne sera lu par une autre voix que la sienne. Ce que cette voix dit, ce que cette voix porte, ce que cette voix fait à ceux qui l'écoutent, voilà ce que la suite de l'histoire va lentement révéler. Car entre le premier communiqué de guerre et le dernier bulletin de victoire, il y a en creux un travail qui n'est pas celui d'un speaker, mais celui d'un instrument. Et c'est cet instrument qui, pendant 1418 jours et nuits, va recevoir des textes qui sont parfois des nouvelles vraies, et qui sont, plus souvent qu'on ne le croit, des demi-vérités, des arrangements, des mensonges polis, pour ne pas casser le moral d'un peuple qui tient à peine debout. Le lecteur connaît cet art. Il le pratique avec une précision maniaque. Il y a ce que les techniciens de la radio appelleront plus tard, en confidence, le langage ésopique. L'art de dire le faux en faisant comprendre le vrai. Une simple pause d'un tiers de seconde avant le mot « temporaire ». Une intonation à peine infléchie sur le mot « encerclé ». Le speaker ne ment pas, il ne dit pas que les pertes sont légères, il ne dit pas que les contre-offensives sont victorieuses. Il dit les mots qu'on lui a écrits. Mais il les dit de telle manière que les mères, les épouses, les soldats entendent, derrière le texte, ce que le texte s'efforce de taire. Et cet écart, ce minuscule écart entre la lettre et l'esprit,
est précisément la zone où la voix devient autre chose qu'un bulletin d'information. Elle devient une manière de tenir un peuple sans le briser. Staline le sait. Le Kremlin le sait. 2 fois pendant la guerre, on convoque le speaker au NKVD. On lui explique, calmement, sans menace apparente, qu'il a lu tel bulletin avec un ton qui n'était pas celui prévu. On lui explique qu'un ton, c'est une information, et qu'une information qui n'est pas validée par le centre est une faute. Le speaker écoute, il hoche la tête. Le lendemain, il lit le bulletin suivant avec exactement le ton prévu. Mais il garde, en réserve, ce qu'il appellera plus tard, dans les carnets que personne n'a lus pendant 30 ans, la juste distance. À l'automne 41, la voie est évacuée. Direction Kouïbychev, puis Sverdlovsk. Une escorte entière, un commando du NKVD, veille sur elle jour et nuit. Les bandes enregistrées, les bandes qui portent les bulletins, sont convoyées à Moscou par un train blindé, sous la garde d'un officier porteur d'un ordre écrit de Staline lui-même. Car le speaker n'est pas un speaker. Le speaker est, à cette date, le second homme le mieux protégé de l'Union soviétique, après le général secrétaire lui-même. La voix, on le sait à Berlin, vaut plus qu'une division. Berlin qui, en 1942, fixe le prix. 250 000 marques du Reich pour la tête de l'homme à la voix. Plus que pour Joukov, qui en vaut 100 000. Plus que pour Rokossovski, qui en vaut 75 000. Un speaker de radio vaut plus qu'un maréchal. Le monde entier sait, désormais, que cette voix-là n'est pas une voix ordinaire. La guerre se termine. Le speaker rentre à Moscou. Il lit les communiqués de victoire, il lit les décrets de reconstruction, il lit les bulletins agricoles, il lit les rapports de production, il lit les hommages funèbres de Staline, puis ceux des nouveaux dirigeants. À l'extérieur, on le couvre d'honneurs. Titre honorifique de l'Union soviétique, salaire spécial, appartement au 9e étage de la tour de la Kotelnitcheskaya, protection permanente. À l'intérieur, on s'en méfie. Car la voix qu'on a forgée pour la guerre, la voix qu'on a réglée sur 7,8 Hz, cette voix-là n'est pas neutralisée à la fin des hostilités. Elle fonctionne encore. Elle agit encore. Et à la fin des années 40, les services techniques se posent une question vertigineuse. Peut-on la reproduire ? Peut-on synthétiser cet effet ? Peut-on, sans le speaker, obtenir les mêmes résultats sur le même auditoire ? Les essais durent jusqu'en 1952. On enregistre des milliers de phrases, on les décompose, on les remonte, on les module, on les fait passer par des appareils inspirés des plans de Kartachov. Aucun résultat probant. Le projet est clos. On laisse le speaker en place et on lui adjoint un second, plus jeune, plus malléable, qui prendra le relais pour les tâches secondaires. Le second speaker, c'est Igor Kirillov. Le temps passe. Staline meurt. Khrouchtchev parle. Brejnev se tait. Le speaker vieillit. Il lit. Il lit tout. Et pendant qu'il lit, il y a, quelque part dans une tête qui ne dort jamais, une question qui n'a pas de réponse publique. Cette question, c'est « Jusqu'où peut-on aller avec une voix qui ne s'appartient plus ?» Le 29 décembre 1979, le téléphone sonne. C'est le comité central. La voix, à l'autre bout du fil, demande au speaker de lire le communiqué sur l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Le speaker écoute. Il dit non. Il dit, mot pour mot, « Non, je n'irai pas cela. » Au bout du fil, un silence. Puis une question prudente. « Camarade Lévitan, vous mesurez la portée de ce que vous dites ?» Et le speaker, de cette même voix qui a porté les ordres de Staline pendant la guerre, répond « J'ai eu assez d'une guerre. Je n'en annoncerai pas une nouvelle. » Le communiqué est lu par Kirillov. Le pays, qui reconnaît la voix, commente à mi-voix. Si Lévitan se tait, c'est que les nouvelles sont mauvaises. Lévitan, lui, est convoqué. On le sermonne. On le menace à peine. Au bout de quelques semaines, il accepte.
mais il lit le texte avec ce que les techniciens appellent, en confidence, des intonations ésopiques. Il prononce contingent limité comme on prononcerait mensonge limité. Il prononce aide au peuple afghan comme on prononcerait occupation d'un pays voisin. Et le peuple, derrière son transistor, entend. C'est à cette époque, disent les notes qu'on retrouvera plus tard dans ses carnets, que le speaker commence à écrire. Pas des mémoires, pas un journal, des fiches, des noms, des dates codées, des initiales. 50 pages dans un carnet à couverture noire, puis 300 pages dans un second carnet au cuir épais. Sur la première page du second carnet, une inscription. À ouvrir après ma mort. À l'intérieur, des noms qu'on a voulu protéger, des dates qu'on a voulu brouiller, des rencontres qu'on a voulu taire. L'une de ces rencontres a lieu en mai 1970. Une autre, plus importante, au cours de l'été 1976. À cette époque, le speaker est un homme public. On invite. Il accepte parfois. C'est lors d'une réception à la Maison des Savants qu'on le présente à un homme maigre, aux yeux enfoncés, que toute l'Union soviétique connaît sans l'avoir jamais vu. Andreï Dmitrievitch Sakharov. Le physicien qui a construit la bombe et qui depuis n'a plus construit que des appels à la liberté. Les deux hommes se revoient. Une première fois le 12 juin 1976, sur la datcha de Sakharov, près de Zvenigorod. 3h40 de conversation. On joue aux échecs. On parle du temps qu'il fait. On parle surtout de la vérité à la radio. Sakharov demande pourquoi le speaker a accepté de lire le texte sur l'Afghanistan. Le speaker répond, en substance, « J'y pense chaque jour, chaque fois que je prends en main un texte menteur. Mais je ne peux pas. » Sakharov, ce jour-là, prononce une phrase que le speaker retient mot pour mot. « Je ne vous juge pas. Chacun choisit sa forme de résistance. » Cette rencontre n'est pas secrète. Elle est connue du KGB. Le 23 juin 1976, un certain sous-lieutenant Markin, de la 7e direction du Comité d'État à la sécurité, rédige un rapport. 12 juin. Visite à la datcha de Sakharov. 3h40. Conversation à contenu anti-soviétique. Le rapport remonte. Il arrive sur le bureau du président du KGB, Yuri Vladimirovitch Andropov. Andropov, à l'encre bleue, écrit une résolution de 4 mots. Ne pas toucher, surveillance à continuer. Signaler tout changement significatif dans le comportement de l'objet. Le mot objet revient, comme dans les rapports de 1934. Le speaker, à partir de cette date, vit dans un silence habité. Il lit, il écrit, il rencontre parfois des gens comme lui, des gens qui portent eux aussi des mots qui ne sont pas les leurs. Il note des noms dans ses carnets, il consigne des dates. Il ne sait pas qu'un homme qu'il n'a jamais rencontré, de l'autre côté de l'océan, dans le Vermont, a écrit pour lui. Le 12 mars 1981, un texte arrive de l'étranger. Il est intercepté. Le speaker n'en connaîtra peut-être jamais l'existence. Mais le texte existe. Il commence par ces mots. Yuri Borisovitch, je vous écris du Vermont. Je ne sais pas si vous recevrez cette lettre. Je ne sais pas si vous saurez un jour que je vous écris. Mais je vous écris. Merci pour ce que vous avez fait. Même si vous ne saurez jamais combien cela a compté. L'auteur est un homme que le monde entier connaît sous un autre nom. Alexandre Issaïevitch Solzhenitsyn. À la fin de sa vie, le speaker, lui, écrira une phrase qui n'a pas besoin de nom d'auteur pour être vraie. J'ai servi non pas le mensonge, j'ai servi l'espoir. Une autre phrase, presque jumelle, dans un carnet voisin. Pendant un demi-siècle, j'ai rendu le mensonge si convaincant qu'il devenait vérité. Et une troisième, qui condense tout. Je suis devenu la voix d'une époque qui dévorait ses propres enfants. 3 phrases, 3 années, 3 visages de la même servitude consentie.
Le speaker n'est pas un héros. Le speaker n'est pas un salaud. Le speaker est un instrument qui, à force d'être humain, a fini par savoir qu'il l'était. Et c'est ce savoir, lentement, qui va le rattraper. Juillet 1983. Un médecin entre dans une pièce du 4e département principal du ministère soviétique de la Santé. La médecine fermée, celle qui ne soigne que l'élite, celle dont les couloirs ne figurent sur aucun plan, et prononce un diagnostic qu'il sait, avant de parler, être une sentence. Glioblastome de grade 4. Inopérable. 3 mois, peut-être un peu plus. Le mot « peut-être » est prononcé à voix basse, comme on ouvre une porte qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Le malade écoute. Il a 68 ans. Il s'appelle Yuri Borisovitch Levitan. Il est, à cet instant, l'homme le plus écouté de l'histoire de la radiodiffusion soviétique. Il est aussi, depuis quelques minutes, un homme condamné. L'information remonte. Elle est consignée, à l'encre rouge, dans un dossier qui change de main 3 fois en quelques jours. Le dossier arrive sur le bureau du président du KGB, Viktor Mikhailovitch Tchebrikov. Mais le pouvoir réel, à cette date, depuis le mois de novembre 1982, où Léonid Brejnev a expiré dans son sommeil au 3e étage du Kremlin, le pouvoir réel est ailleurs. Il est dans un bureau du Kremlin, derrière une porte capitonnée de cuir brun, dans les mains d'un homme de 69 ans qui se tient voûté, qui souffre d'une insuffisance rénale chronique, d'un diabète qui ne se laisse plus contrôler, et d'une maladie de la peau qui le fait se baigner chaque jour pendant des heures. Cet homme, c'est Yuri Vladimirovitch Andropov. Il a été, pendant 15 ans, le maître du KGB. Il est, depuis 6 mois, le secrétaire général du parti. Et c'est lui, dit-on, qui ordonne ce qui va se passer ensuite. Le 18 juillet 1983, le téléphone sonne chez Levitan. À l'autre bout du fil, une voix du comité central. Le secrétaire général invite le speaker à la datcha, le lendemain, sur la route de Rubliov. Le 19 juillet, une Volga noire, sans escorte apparente, sans gyrophare, conduit un homme malade vers une autre maison malade. La datcha n'a pas de numéro. Elle est au bord d'un lac, dans une boucle de la Moskova. Andropov est déjà là, assis dans une tonnelle près de l'eau. Une radio, à plein volume, diffuse un programme de musique populaire. Andropov l'éteint à la main. Il regarde Levitan. Il dit, à voix basse, « Je suis au courant de votre diagnostic. » Levitan, à cet instant, ne baisse pas les yeux. Il répond une chose que personne, dans aucune archive, n'a jamais prononcée aussi clairement que ce jour-là. Combien ? 3 mois. Peut-être un peu plus. Andropov hoche la tête. Puis il pose la question qu'il n'a jamais posée, qu'il ne posera plus, et qui contient toute la philosophie du pouvoir soviétique appliquée à un seul homme. Vous repentez-vous de la vie que vous avez vécue ? Levitan ne répond pas tout de suite. Il regarde le lac. Il regarde ses mains. Il ouvre, enfin, une chemise cartonnée qui porte une bande rouge et un mot, 2 mots, qui suffisent à geler la pièce. Strictement secret, d'importance particulière. Le titre du dossier, calligraphié en lettres noires, est « Projet Voix ». Le dossier est mince, mais il contient l'essentiel. Le rapport technique signé Kartatchev le 20 décembre 1934, 7,8 Hz, 27%, 34%, 48 heures, est là, à la première page. Suivent des notes fragmentaires, des extraits de rapports, des photographies. Une lettre, manuscrite, du 12 mars 1981, adressée à Levitan depuis le Vermont, signée d'un nom que le speaker n'a jamais rencontré et qu'il ne rencontrera jamais. Alexandre Issaïevitch Solzhenitsyn. Levitan lit. Ses yeux s'embuent. Il ne dit rien. Il replie la chemise, il la rend. Puis, il fait une demande. Une demande qu'aucun protocole, aucun règlement, aucune tradition du pouvoir soviétique n'a jamais prévue. Il dit, lentement,
en pesant chaque mot comme on pèse des pierres. Quand je mourrai, que l'annonce de ma mort soit lue par ma propre voix. Andropov, derrière ses yeux fatigués, mesure ce que cette phrase contient. Elle contient, à la fois, l'orgueil et la pitié. Elle contient la certitude qu'aucune autre voix ne peut dire au pays ce que sa propre voix a dit pendant un demi-siècle. Elle contient, peut-être, une ultime tentative pour reprendre ce qui n'a jamais vraiment appartenu à Lévitan, sa propre voix. Andropov répond, après un long silence, avec la prudence d'un homme qui sait qu'il n'est pas éternel non plus. Ce sera fait. Bien que, pour dire la vérité, je ne sois pas sûr de vivre jusque-là. Andropov mourra le 9 février 1984, 6 mois après cette rencontre, dans un hôpital du Kremlin, après 16 mois de pouvoir effectif. La phrase qu'il a prononcée ce jour-là, dans la tonnelle au bord du lac, ressemble à un testament croisé. Deux mourants, face à face, qui se disent ce que personne d'autre ne pouvait entendre. Ce qui se passe ensuite est connu par fragments. Le 4 août 1983, en début de soirée, Lévitan est seul dans son appartement. Sa femme est partie chez leur fille, à Moscou. L'officier du KGB logé dans l'appartement voisin a reçu l'ordre de ne pas déranger. Le speaker s'assoit devant un magnétophone à bobine, un Mayak 203. Il branche le micro. Il parle pendant 90 minutes. À la fin de la bande, il prononce des mots que la copie pirate a rendus publics et que personne, dans aucune archive officielle, n'a jamais repris à son compte. Bourreau ou sauveur, peut-être les deux à la fois. Puis, il arrête l'enregistrement, démonte la bande, la place dans une boîte, écrit sur la boîte, à l'encre noire, en lettres fines, à ouvrir pas avant l'an 2000. Il glisse la boîte dans une cachette aménagée, on ne sait exactement quand, dans la reliure d'un volume de Pouchkine, relié en 1953, derrière les pages apprêtées à la colle. Il repose le livre dans la bibliothèque, il éteint la lumière, il s'allonge. Le 5 août 1983, au matin, on le trouve mort dans son lit. Mort dans son sommeil, sans bruit, sans convulsion, sans lutte. L'appartement est bouclé dans l'heure. Pendant 4 jours, des officiers fouillent chaque pièce, chaque tiroir, chaque plainte, chaque double fond. Ils ne trouvent pas la bande. Ils ne trouvent pas la cachette. La bibliothèque n'est pas démontée. Le livre reste dans l'étagère parmi des centaines d'autres. Les classiques. À l'Okhrana comme au KGB, on ne les ouvre pas. Le 6 août 1983, à l'heure des informations, la radio d'État diffuse un communiqué spécial. La voix qui annonce la mort de Lévitan est celle de Lévitan. C'est un enregistrement qu'il avait préparé et qu'Andropov, malgré la promesse, n'a pas eu le temps de réécrire ou n'a pas voulu réécrire. Le pays entend, le pays reconnaît, le pays comprend en cet instant que quelque chose vient de finir qui ne se reproduira plus. La voix qui annonce une mort est, ce jour-là, la voix du mort lui-même. C'est un acte unique dans l'histoire de la radiodiffusion. C'est, aussi, un acte que personne n'a reproduit depuis. 31 ans plus tard, en 2014, l'appartement de la Kotelnitcheskaya est mis en vente par les héritiers. Un ouvrier du nom de Mikhaïl, dont on ne cite jamais le patronyme, démantèle les rayonnages. Il ouvre un Pouchkine. Il découvre la bande. Il l'apporte à un preneur de son professionnel. Le preneur de son appelle une grande chaîne centrale. Il propose la bande pour 5 millions de roubles. 3 jours plus tard, des hommes en costume sobre, sans insigne, sans présentation, viennent prendre la bande. Ils ne sont pas de la police, ils ne sont pas de la télévision, ils sont d'un service qui ne dit pas son nom. Le preneur de son avait fait une copie. La copie, elle, personne ne la lui reprend.
Cette copie est aujourd'hui ce qui reste. Elle circule, fragmentaire, dans des cercles restreints. On y entend 90 minutes d'une voix qui sait qu'elle va mourir, et qui parle comme si elle avait déjà commencé à mourir. On y entend l'aveu d'un homme qui a porté, pendant un demi-siècle, les mots d'un pouvoir qui n'existe plus, et qui demande, à la postérité, d'être jugé non pas sur ce qu'il a lu, mais sur ce qu'il a tenté de glisser entre les lignes. Le reste tient en peu de mots. La voix appartient au passé. Le Pouchkine de 1953 a été éventré, et sa cachette, éventée. Le magnétophone Mayak 203 est aujourd'hui une pièce de musée. La tonnelle au bord du lac, sur la route de Rubliov, n'existe plus. Le lac existe encore. La voix qui a porté, pendant un demi-siècle, les mots d'un empire, est entrée, par une fissure ouverte dans la reliure d'un livre, dans le présent. Elle n'en sortira plus. Elle n'en sortira plus parce que la question qu'elle pose, la voix d'un homme est-elle encore sa voix quand elle parle au nom d'un autre, est une question que personne, dans aucune époque, n'a jamais fini de se poser. Et c'est peut-être la seule réponse que cette bande, dans sa cachette éventée, finira par donner. La voix d'un homme reste sa voix, même quand elle est devenue autre chose. Même quand elle est devenue, pendant quelques secondes, à quelques hertz près, l'instrument d'un pouvoir sans visage. Elle reste sa voix parce qu'elle est encore et toujours un être humain qui parle. Et c'est pour cela que le pays, ce matin d'août 83, a reconnu, derrière le communiqué de mort, le souffle, le timbre, la fatigue, l'obstination d'un homme qui avait choisi, en cet instant ultime, de ne parler qu'en son propre nom.